Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en pédiatrie. Aujourd'hui, on va aborder les arthralgies qui sont prédominées par l'arthrite juvénile idiopathique. C'est le cours de Dr Amir. Comme d'habitude, vous allez trouver tous les supports dans la description à télécharger. N'oubliez pas, chers amis, à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas aussi, comme d'habitude, maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre d'étudiants le plus tôt possible. Donc, on commence avec une définition. Premièrement, il faut faire la différence entre une arthralgie et une arthrite. Donc, l'arthralgie, c'est une douleur sans modification objective de l'articulation. Donc là, on va parler d'une arthralgie. Une arthrite, c'est une douleur avec une tuméfaction. Et là, on va noter les lésions et la présence d'un épanchement ou bien une simple hypertrophie de la synoviale. Donc la différence, arthralgie, c'est un symptôme. Donc c'est une douleur sans modification de l'articulation. Lorsqu'on dit arthrite, nous sommes dans l'inflammation. Donc là, c'est l'épaississement de la synoviale ou bien la présence de l'épanchement à l'intérieur de la synoviale. Donc je vous invite à consulter le cours des arthrites. Il est toujours disponible dans la playlist de rhumatologie pour mieux comprendre. Donc notre intitulé aujourd'hui, c'est les arthralgies et on va voir les arthrites qui sont des causes de ces douleurs. Donc les arthralgies sont des symptômes fréquents en pédiatrie. Donc c'est un symptôme fréquent. Ils peuvent s'associer à de grandes pathologies. Elles déterminent le contexte dans lequel ces douleurs ils vont s'inscrire. Soit on a des arthralgies qui sont transitoires, associées à un syndrome grippal et qui resteront bénignes. Donc ce sont des douleurs, des arthralgies qui sont secondaires à un syndrome grippal. Donc souvent on note des arthralgies chez l'enfant qui a une infection grippale, un syndrome grippal et ça reste toujours bénigne. Mais parfois ces arthralgies, ils peuvent être révélatrices de rhumatisme inflammatoire, des maladies constitutionnelles, voire des hémopathies qui nécessitent des explorations. Donc l'arthralgie, c'est un symptôme souvent bénin, mais il peut être révélateur de pathologies, soit rhumatismales, inflammatoires et constitutionnelles, voire des hémopathies. Donc commençons premièrement toujours, comme toute conduite à tenir, avec de l'interrogatoire. Premièrement, localiser la douleur. Quantifier l'intensité, coter l'intensité de la douleur. Notion de traumatisme ou non. Durée et évolution de ces douleurs. La fréquence et l'erreur, afin de déterminer s'il s'agit d'une douleur mécanique ou bien d'une douleur inflammatoire. Toujours, je vous invite à consulter le cours des arthrites pour mieux comprendre l'arthrose et l'arthrite. Recherchez les facteurs déclenchants, l'évolution dans le temps, la notion des réveils nocturnes. Ça, c'est un facteur qui est en faveur d'une pathologie inflammatoire. L'hydruage matinal, qui est long, je répète, dans les pathologies inflammatoires. Une amélioration lente qui va prendre quelques heures, ce qui va survenir au cours de la journée. Ça va indiquer aussi la douleur d'origine qui est d'allure inflammatoire. Donc, douleur inflammatoire, elle est de survenue nocturne. On récapitule ce qu'on a vu en rhumatologie. Elle survient nocturne. Elle a un dérouillage matinal qui est long. Elle va améliorer qu'après jusqu'aux multiples heures après le réveil. Donc, c'est au cours de la journée qu'on va noter l'amélioration de ces douleurs. Donc, ça, c'est en faveur d'une douleur d'origine inflammatoire. Les douleurs au mouvement qui augmentent à l'effort ou à la mobilisation. Donc là, c'est l'inverse. Donc, ils vont indiquer une douleur d'origine mécanique. Donc, c'est l'interrogatoire. Premièrement, déterminer de quel type de douleur s'agit-il. Soit de douleur mécanique ou bien de douleur inflammatoire. Et chacune de ces dernières a ses propres critères. Ensuite, on va rechercher la présence des signes généraux associés de ces arthralgies. Donc, on recherche la fièvre, une altération de l'état général, une perte de poids, une pâleur, des éruptions cutanées et des signes digestifs. Donc des signes généraux, donc ils vont
témoigner l'origine inflammatoire et l'origine systémique de ces affections-là. Je vous invite à toujours consulter la playlist de rhumatologie où on avait vu les arthrites, les spondyloarthrites et le psoriasis. L'effet de traitement sur les douleurs est un élément important pour orienter sur le mécanisme. Enfin, la croissance staturo-pondérale, les antécédents médicaux et personnels et même familiaux pour rechercher, dépister des pathologies qui sont à transmission génétique ou qui ont des facteurs génétiques en faveur de leur dissémination ou leur descendance. Donc ça, c'est premièrement pour l'interrogatoire qui reste toujours une compétence tout médecin doit l'acquérir. Passons maintenant à l'examen clinique. Donc, dans l'examen clinique, vous allez examiner chaque articulation seule, impliquée doit être inspectée, palpée, ainsi de l'amplitude des mouvements qui doit être estimée. Donc, chaque articulation est à examiner isolément, rechercher l'amplitude, faire de la palpation, inspecter chaque articulation seule. Donc, chaque articulation va avoir un examen spécifique à elle. Donc, la position de repos des articulations, elle est notée aussi, ainsi que tout érythème ou toute tuméfaction, il est à rechercher. Là, c'est le cas du genou où on va chercher le signe de glaçon, comme si illustré à gauche. Aussi, les articulations doivent être palpées, avec douceur bien sûr, en notant l'emplacement de la douleur, la chaleur et les œdèmes. Donc, on récapitule l'examen clinique, chaque articulation doit être palpée, examinée et même chiffrer l'amplitude des mouvements. Rechercher les tuméfactions, les érythèmes, la chaleur, les douleurs et les œdèmes et tout signe associé de chaque articulation. Évaluer l'amplitude des mouvements actifs et même des mouvements passifs. Donc l'amplitude maximale, donc le patient ne peut pas le faire, donc là on va faire du mouvement actif. On avait vu le mouvement passif. Donc maintenant, en deuxième plan, on va faire du mouvement actif. Donc on va achever des amplitudes, une limitation, donc qui le patient ne peut pas seul achever de façon inactive. Donc toute douleur, toute raideur, ainsi que toute anomalie mécanique. Là, elle va être notée. Donc toute raideur, toute difficulté d'avoir une amplitude maximale, défense, une raideur. Donc tout ça, ce sont des anomalies mécaniques de chaque articulation qui sont à noter. Aussi, oui, après l'amplitude active, on va évaluer l'amplitude du mouvement passif. Donc l'amplitude, dans ce cas-là, c'est l'examinateur qui va mobiliser l'articulation. Donc premièrement, dans le mouvement actif, comme leur nom indique, c'est le patient qui va faire le mouvement. Deuxièmement, l'amplitude passive. Donc, c'est l'examinateur qui va rechercher l'amplitude maximale. Et comme la précédente, toute limitation, toute raideur, elle est en faveur d'une anomalie d'origine qui est mécanique. Aussi, la répartition des atteintes articulaires doit être notée. Est-ce qu'il s'agit d'une atteinte symétrique? Donc, si vous vous souvenez de la rhumatologie, elle est en faveur d'une polyarthrite rhumatoïde. Une atteinte ou bien de plusieurs articulations qui sont atteintes. Donc, soit c'est une oligoarthrite, polyarthrite. Est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce qu'elle est non symétrique? Tout ça, ce sont des critères à noter et à repérer dans votre conduite à tenir, dans votre examen clinique. Passons maintenant aux examens complémentaires. Donc, elles sont choisies de façon de l'anamnèse, à partir de l'anamnèse et des signes de l'examen. Donc là, on note une énumération de la formule sanguine. Un bilan inflammatoire, c'est la vitesse de sédimentation, la protéine C réactive, l'électrophorèse des protéines à rechercher des anomalies auto-immunes, une augmentation de gamma-globuline, rechercher aussi un anticorps antinucléaire. Donc, c'est une suspicion de lupus. Donc, un anticorps antinucléaire
il est en faveur de lupus. Donc, il est à rechercher devant toute suspicion de lupus. Rechercher le facteur rhumatoïde. C'est le HLA-B27 qu'on avait vu précédemment en rhumatologie. Le fameux HLA-B27 plutôt. Donc, et comme imagerie, on va faire la radiologie qui va nous montrer des anomalies osseuses. On va voir là les géodes, le pincement des articulations, les érosions, tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on a cité en rhumatologie. Passons maintenant aux étiologies et comme je vous ai dit, c'est l'arthrite juvénile idiopathique qui va dominer les étiologies devant une arthralgie, devant une arthrite chez un sujet jeune dans la pathologie infantile. Donc, premièrement, l'arthrite juvénile idiopathique, elle est définie comme une atteinte inflammatoire articulaire durant moins de 6 semaines chez un sujet âgé ou bien de moins de 16 ans. Donc, comme leur nom indique, arthrite juvénile, donc là, le mot juvénile, c'est un sujet âgé de moins de 16 ans. Donc, et bien sûr, après élimination de toutes diverses arthropathies d'étiologie définie, on va faire tout diagnostic d'exclusion. Donc, si on exclut tous les étiologies qu'on a citées, et si, deuxièmement, le sujet qui est âgé moins de 16 ans, qui a une atteinte qui va durer moins de 6 semaines. Donc là, on va parler d'une arthrite juvénile idiopathique. Donc deux conditions, je répète pour poser le diagnostic, ou bien plutôt trois conditions. Premièrement, l'atteinte doit pas dépasser les 6 semaines. Donc la durée de l'atteinte, là, c'est inférieur à 6 semaines. C'est le premier critère. Deuxièmement, le sujet doit être jeune, comme le nom indique, arthrite juvénile. Donc là, le sujet il est âgé moins de 16 ans. Et bien sûr, après élimination de toute arthropathie d'étiologie connue, on va exclure tout diagnostic étiologique d'exclusion. Donc si on n'a pas de cause, s'il ne s'agit pas d'une atteinte inflammatoire, pas de lupus, pas d'atteinte systémique, pas de polyarthrite. Donc là, nous sommes devant une arthrite juvénile de forme idiopathique. Le diagnostic, il est à retenir bien sûr après l'exclusion de toutes les pathologies infectieuses, tumorales, les maladies auto-immunes, surtout le lupus qu'on a cité précédemment. Elle est rare avant 12 mois et elle survient surtout l'âge de la survenue de l'arthrite juvénile idiopathique. C'est entre 2 et 6 ans. Donc je répète, les trois conditions sont à retenir pour poser le diagnostic d'arthrite juvénile. L'atteinte, elle doit durer moins de 6 semaines. Le sujet doit être âgé moins de 16 ans. Et bien sûr, après élimination, toute pathologie, soit tumorale, soit infectieuse, soit auto-immune, tout est à exclure. Tout diagnostic d'exclusion doit être fait afin de poser le diagnostic d'arthrite juvénile. Elle est rare moins à l'âge de moins de 12 mois. Et l'âge de la survenue, c'est à retenir, bien sûr, c'est entre 2 et 6 ans. Donc, c'est la cause majeure des arthralgies, des douleurs chez un sujet jeune âgé moins de 16 ans. Donc, pour la classification, donc, il existe des critères. Premièrement, selon les formes. Est-ce qu'elle est systémique ou non systémique? Deuxièmement, on note des formes qui sont oligo-articulaires. Donc, premièrement, l'atteinte systémique, elle va toucher, comme le nom indique, la totalité du corps. Deuxièmement, la forme oligo-anérique, comme le nom indique oligo. Donc là, c'est moins de 4 articulations qui sont atteintes. Donc, c'est de 1 jusqu'aux 4 articulations durant les 6 premiers mois de l'évolution. La troisième forme, c'est la forme polyarticulaire. Et comme leur nom indique, poly, c'est multiple. Donc là, c'est au moins 5 articulations. Au-delà de 5 articulations qui vont être atteintes dans les 6 premiers mois d'évolution. Donc ça, c'est la radiologie qui va impliquer les étiologies. Et là, c'est la classification. Je répète, on a premièrement la forme systémique, la forme oligo-articulaire, c'est entre 1 et 4 articulations qui sont atteintes durant les 6 premiers mois de l'évolution. Donc, la forme oligo-articulaire, elle est persistante. Donc, moins de 4 articulations vont être atteintes au-delà de 6 mois d'évolution. Et on a la deuxième espèce, ou bien la deuxième catégorie. C'est la forme oligo-articulaire, mais cette fois-là dans la forme étendue. Donc, c'est plus de 4
articulations qui vont être atteintes au-delà de 6 mois d'évolution. Donc, soit c'est dite persistante, c'est moins de 4 articulations, ou bien toujours dans la forme oligo-articulaire. La forme étendue, là, c'est plus de 4 articulations qui vont être atteintes au-delà de 6 mois. Donc, durant les 6 premiers mois, ou bien 6 premiers mois, je répète, dans les formes oligo-articulaires, l'atteinte, c'est de 1 jusqu'au 4. Donc, ça, c'est fixe. Premièrement, de 1 jusqu'au 4 mois, bien de 1 jusqu'au 6 mois, 4 articulations vont être atteintes dans la forme oligo-articulaire. Elle est dite persistante si le nombre reste inférieur à 4 au-delà de 6 mois. Donc, la forme persistante avant 6 mois, c'est 4 articulations. Au-delà de 6 mois, rien ne va changer. C'est moins de 4 articulations. Donc, ça, c'est la forme oligo-articulaire qui va être persistante comme leur nom indique. Si on note après 6 mois une augmentation du nombre d'articulations atteintes, il va dépasser les 4. Donc là, ce n'est pas une oligo-arthrite qui est persistante. Cette fois-là, elle est étendue. Pourquoi? Elle a étendu de multiples articulations, elle a disséminé. Donc là, on parlera d'une oligo-arthrite, ou bien la forme oligo-articulaire dans sa forme étendue qui va dépasser les 4 articulations au-delà de 6 mois. Dernière espèce, c'est la forme polyarticulaire. Donc là, c'est une atteinte au moins de 5 articulations durant toujours les 6 premiers mois. Donc ça diffère par rapport, faites attention de mixer les deux formes étendues et la forme polyarticulaire. Donc la forme polyarticulaire, c'est plus de 4 articulations durant les 6 premiers mois d'évolution. Donc tout dépendra des 6 premiers mois. Si on a moins de 4 articulations atteintes dans les 6 premiers mois, donc là, nous sommes devant une forme oligo-articulaire. Soit elle persiste, moins de 4 articulations, ou bien elle va dépasser les 4 articulations au-delà de 6 mois. Les formes polyarticulaires, là, ce sont des arthrites, mais on note plus au moins de 5 articulations qui vont être atteintes durant les 6 premiers mois d'évolution. On parlera là d'une forme polyarticulaire avec un facteur rhumatoïde qui est négatif et on parlera d'une deuxième catégorie qui est une forme polyarticulaire avec un facteur rhumatoïde qui est positif. Donc, c'est la présence du facteur rhumatoïde sur, notez bien, moins de 2 tests à 3 mois d'intervalle. Donc, on arrêtera dans cette première partie-là. J'espère que vous allez noter les critères de définition ou bien de poser le diagnostic d'une arthrite juvénile, les 3 conditions, et bien sûr que vous allez différencier entre les 3 formes systémiques, les formes oligo-anériques avec ces 2 formes, et bien sûr la forme polyarticulaire même, celle-ci avec ces 2 formes, ou bien de ces 2 sous-espèces, ou bien les 2 sous-classes. Donc j'espère que la vidéo était utile. Je vous rencontrerai prochainement, chers amis, dans la suite de ce cours. On va voir la clinique, les examens complémentaires à faire, la démarche diagnostique et bien sûr la thérapeutique devant les arthralgies ou bien devant une arthrite juvénile, donc dans sa forme idiopathique. Je vous rencontrerai prochainement, chers amis. Merci pour votre attention et à la prochaine.